Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Comment prévenir et réduire les risques du tabac chez les jeunes? C'est notre question du jour, on en débat dans un instant avec nos invités. Faire découvrir l'astronomie aux enfants, c'est l'objectif de l'Observatoire de Paris qui prête du matériel au collège et au lycée afin de faire connaître cette science. On en parlera en deuxième partie d'émission. Enfin, Mickaël Dorian nous parlera du Labello Challenge, une nouvelle mode sur les réseaux sociaux qui inquiète grandement. Voilà pour le sommaire. Alors, comment lutter de manière efficace contre le tabagisme chez les jeunes? C'est notre question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Marion Catelin. Vous êtes directrice d'Alliance contre le tabac. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Très Formidable, bien. voilà, vous êtes en direct par Skype. Merci Alice Denoise, bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes tabacologue. Alors, merci à toutes les deux d'être là, évidemment, pour parler de ce problème qui touche évidemment beaucoup de Français, mais nos enfants en particulier, le problème du tabac à l'école. Avec Mickaël, on a travaillé sur le sujet, surtout avec la rédaction. Selon l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 200 000 jeunes commencent à fumer chaque année en France, principalement à l'adolescence. Aujourd'hui, on n'arrête pas de voir des campagnes de prévention, évidemment. On parle beaucoup plus qu'avant des effets néfastes de la cigarette. Est-ce que toutes ces campagnes de prévention ont vraiment un quelconque effet sur nos jeunes, Alice Denoise? Ah oui, ça c'est sûr qu'elles ont un effet, parce que vraiment, on voit, les chiffres le disent, l'expérimentation baisse énormément chez les enfants, enfin les adolescents de 3e. Là, je crois qu'on est en dessous de 5%. Donc l'usage quotidien, chez les 3e. Donc c'est vraiment très très bas par rapport à ce qu'on avait avant. Même les lycéens aussi baissent leur consommation. Donc non, vraiment, ça a un effet, les jeunes fument moins. Quand on dit 3e, c'est quoi? C'est 14-15 ans, c'est ça? 13, 12, 13, 14, 15 ans, d'accord. Ouais. Vous pensez que l'image, effectivement, atroce des paquets de cigarettes, où on voit des images affreuses, hein, voilà, souvent de poumons terribles, de bouches défaites, etc. Vous pensez que ça a un impact réel? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'impact des designs de paquets de cigarettes avant avait un impact très fort. C'est que vraiment, ça a accroché plein d'enfants qui voulaient avoir ces paquets de cigarettes. Donc là, c'est sûr qu'en opposition, les paquets qu'on a aujourd'hui sont dégoûtants et on n'a pas envie de les sortir, on n'a pas envie de les montrer. Donc oui, c'est sûr que ça a un effet. Marion Catelin aussi, vous avez ce même avis de cet effet positif, finalement Oui, absolument. Alors après, sans pouvoir exactement corréler la mise en œuvre, par exemple, de ces paquets dits neutres, où justement, comme vous le dites, on ne voit plus la marque vraiment du paquet de cigarettes. Oui, ce n'est neutre que par rapport à la marque, on est d'accord, hein, parce que ce n'est pas neutre du tout. C'est neutre par rapport à la marque, mais pas du tout par rapport au visuel, qui est très choquant. Depuis 2016, depuis la mise en œuvre de ces paquets dits neutres, on observe une baisse de 17% de la consommation de tabac en France. Donc c'est quand même plutôt très encourageant. On parlait des enfants qui étaient, enfin des élèves de 3e, donc je disais à peu près 14-15 ans, mais je ne me rends pas bien compte. Si on parle du lycée, c'est-à-dire lycée et plus, donc 16, 17, 18 ans, a priori 25% des jeunes de 17 ans sont des fumeurs réguliers. C'est en hausse ou en baisse, Marion Catelin? C'est plutôt en baisse, même si ça reste encore très élevé. Et c'est tout le sujet, notamment pour l'Alliance contre le tabac, c'est de se demander comment on peut poursuivre nos efforts pour faire en sorte que les jeunes, qui en général expérimentent pour la première fois le fait de fumer la cigarette à 14 ans, comment on peut faire pour faire en sorte que cette consommation de tabac baisse encore chez les jeunes, qui reste trop élevée. Alors pour tous ceux qui, par hasard, qui seraient passés à côté, qui ne savent pas que la cigarette, le tabac, c'est mauvais pour l'organisme, on va quand même rappeler l'essentiel, parce que c'est toujours bon de rappeler pourquoi le tabac est mauvais, pour plein de raisons, notamment l'addiction, etc. Donc je voudrais qu'on puisse lister ensemble de manière assez précise, à la fois pour tous ceux qui auraient une idée, et pour aussi ceux qui ne savent pas, et pour les jeunes comme les moins jeunes. Peut-être Alice, déjà, Denoise, votre avis sur la question? Les premières maladies qu'il y a, c'est les cancers, évidemment, hein, les cancers qui sont liés au goudron. Il y a aussi les maladies cardiovasculaires qui sont liées au monoxyde de carbone. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac, il touche tout. Il va aggraver toutes les maladies qui arrivent, même celles qui ne sont pas dues au tabac. Donc ça a un effet négatif à tous les niveaux, même sur, j'allais dire la rémission, mais même la récupération. En fait, le corps étant sans cesse agressé, il est vraiment néfaste à tous les niveaux, le tabac. D'accord, peu importe ce qu'on fume en termes de tabac, c'est-à-dire que même cigarettes légères ou moins légères, ça a le même impact?
Alors, ça a un impact différent. Parce que justement, on s'est rendu compte que les lights, en fait, n'étaient light que parce que les filtres étaient troués. Et donc, en fait, on tirait plus fort. Donc, on avait l'impression qu'elles étaient moins fortes. Mais comme on tire plus fort, on inhale plus profondément. Et donc, on va aller faire des maladies ailleurs, plus profondément. L'idée de croire que si on a fumé que 3-4 ans dans notre vie, c'est pas grave, contre quelqu'un qui fumerait 20 ans. Alors, on imagine qu'effectivement, ça a moins d'impact. Mais en fait, est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on voit très bien des maladies graves apparaître aussi avec des fumeurs qui sont des fumeurs occasionnels et qui fument très peu de temps? Alors en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des maladies qui se développaient même si on fumait peu. Après, c'est sûr que si on a fumé que 3 ans il y a 10 ans, on va récupérer rapidement son espérance de vie, contrairement à un fumeur qui aurait fumé 20 ans, un paquet de cigarettes. Mais en effet, on s'est rendu compte que quand on fumait quelques cigarettes par jour, l'impact au niveau des maladies cardiovasculaires était très très rapide et exponentiel. Et puis, il y a un impact aussi au niveau du geste, hein, clairement. C'est-à-dire qu'il y a l'impact sur la maladie sur le corps, qui est très grave, mais il y a l'impact psychologique d'avoir ce style qu'on retrouve beaucoup chez les adolescents, de pouvoir avoir cette cigarette qui rendrait cool ou un style qu'on s'imposerait. C'est vrai qu'il y a plusieurs facettes à la dépendance. Il y a la dépendance physique à la nicotine, et puis après, il y a tout le volet psychique, psychologique et comportemental. Et c'est par là que ça commence. Et c'est là où le paquet neutre, justement, a un impact très fort. C'est qu'il rend beaucoup moins cool le fait de fumer. Et donc, on a moins envie d'utiliser cet outil-là pour rentrer dans une norme, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui fument autour d'eux. Donc voilà, c'est... Alors Marion Catelin, vous avez beaucoup travaillé justement sur cette lutte contre la dépendance au tabac, notamment avec, avec Alliance, puisque vous êtes directrice d'Alliance. Vous avez fait un clip de prévention et je crois que nous avons ce clip qu'on peut regarder ensemble, on en parle après. Je suis l'industrie du tabac. Mon travail, c'est d'accoutumer les jeunes à la cigarette. Ironie de l'histoire, ce sont aussi des enfants qui travaillent à la récolte du tabac dans nos exploitations du tiers-monde. Vous allez croire que nous en avons après les jeunes, et vous aurez raison. Mais ce n'est pas par plaisir, c'est juste pour l'argent. Vous allez faire quoi pour nous arrêter? Une pétition? Marion, quand on voit justement ce clip-là, pourquoi vous avez voulu faire une prévention, notamment par rapport aux enfants et à l'impact de l'exploitation des enfants? Oui, en effet, c'était un parti pris pour cette campagne de se dire qu'il fallait absolument sensibiliser les plus jeunes sur la question du tabac en mettant en avant le fait que l'industrie du tabac elle-même a besoin des jeunes pour exister. Ce que l'on sait assez peu, c'est que l'industrie du tabac exploite à minima 1 300 000 enfants dans les champs de tabac pour la production de nos cigarettes. Et on s'est dit que c'était un élément assez peu connu et qui pouvait interpeller les plus jeunes. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce spot dédié, qui met en avant l'exploitation des enfants par l'industrie du tabac, c'est-à-dire de la production dans les champs de tabac, mais également dans nos pays occidentaux, puisque l'industrie du tabac considère les plus jeunes comme des fumeurs de remplacement. Ça a été dit dans des rapports de l'industrie du tabac elle-même, et que l'industrie du tabac a tout intérêt à faire entrer dans le tabagisme les plus jeunes. Plus on commence jeune à fumer, plus on est dépendant et accro toute sa vie au tabac. Et c'est ce que nous avons voulu montrer. Une réaction par rapport à ce que vient de dire Marion, justement, Lise Denoise, plus on commence jeune, plus on est dépendant? Oui, parce que le cerveau est en pleine construction, donc forcément, même au-delà de la dépendance physique, parce que le cerveau va s'accrocher plus rapidement à la nicotine, mais aussi la relation qu'on entretient avec la cigarette, plus tôt elle naît, moins on sait comment gérer ses émotions sans cigarette, parce que c'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps, au fil des années, et donc si tout de suite on a ce faux outil, on est mal engagé. Parce qu'après, il va falloir apprendre à vivre sans et ça va être un véritable deuil. En tout cas, on va avoir très très peur de la perte. De l'abandonner, en fait, c'est ce geste-là, en voilà. fait. Même tout en sachant qu'il n'est pas bon, on va avoir peur d'être perdu, quoi. Il y a beaucoup de campagnes de prévention, on le disait, hein, Marion Catelin, évidemment. Celle-ci est très forte. Comment réagissent, quand je dis celle-ci, je parle de la vôtre, hein, celle faite par Alliance, comment réagissent évidemment les élèves que vous rencontrez, les enfants, ainsi que les professeurs et les parents dans les différents lycées, puisque j'imagine qu'elle est montrée un peu partout et que vous intervenez justement pour faire des campagnes de prévention? Oui, c'est une campagne qui a eu une forte résonance. Notamment sur les réseaux sociaux de type Facebook, mais aussi sur Snapchat, parce qu'on a fait un filtre dédié à cette question sur Snapchat. Il a été non seulement beaucoup vu, mais a suscité aussi énormément de réactions, d'indignation, de surprise et
comme un sursaut aussi de conscience, puisque ce spot que vous avez vu redirige vers une pétition qui devait sensibiliser les candidats à la présidentielle pour dire maintenant stop avec le tabac. Progressivement, il faut qu'on aille vers une société libérée du tabac et de la dépendance à la nicotine. Et on a eu beaucoup de signatures, beaucoup de réactions, donc c'est très positif. Oui, finalement, toucher effectivement en parlant d'infantilisation, mais surtout d'infantiliser les enfants justement par rapport au travail des enfants, mais aussi effectivement à cette culture de l'entreprise et de l'esclavagisme, si on peut aller jusque-là, oui. Des enfants pour le tabac. Finalement, ça les touche beaucoup plus que ces campagnes un peu old school où dire fumer c'est mal, c'est mauvais pour ta santé, parce que est-ce que quand on est adolescent, on écoute vraiment ça? Est-ce que ça marche? Fumer, c'est mal. On sait que les petits, quand on intervient en primaire, par exemple, ils ont beaucoup de bon sens, finalement, les enfants. Quand on leur parle des dangers, du fait qu'il y a 4800 produits chimiques dans la fumée, que c'est des polluants, des poisons, ils comprennent, et puis ils ne comprennent pas, surtout que des personnes puissent tomber là-dedans. Et il y a un petit changement comme ça qui s'opère justement à l'adolescence, où d'un coup, plus on parle de comportement à risque, plus c'est tentant, parce que c'est une période où on a envie de tester. Et en fait, on s'est rendu compte qu'un message justement qui marche très bien, c'est l'industrie du tabac vous prend pour des pigeons, ou en tout cas vous utilise. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'aiment pas, parce qu'eux sont en pleine recherche d'autonomie et d'être pris pour des grands. On sait que le tabac a eu une période de gloire dans les cours de récréation. Je parle notamment à l'époque, pour ma génération, lorsque j'étais au lycée. À quel moment est-ce que ça a commencé à décroître? On sait à quel moment les jeunes ont commencé à moins fumer au collège et au lycée? Je dirais, Marion me contredira peut-être ou ira dans mon sens, je ne sais pas. Je dirais que c'est plutôt à partir du moment où on a commencé à mettre en place le plan national de réduction du tabagisme avec Marisol Touraine en 2014. D'accord. Je dirais que c'est par là en fait que les choses ont commencé à évoluer, à changer. Parce qu'il y a plein d'actions qui ont été mises en place en fait. Vous confirmez, Marion Catelin? Oui, c'est tout à fait juste. Et je voudrais rajouter, il y a un autre rôle aussi très très important dans cet effet de mode autour du fait de fumer. C'est le rôle que jouent les séries et les films télé. Aux États-Unis, le fait de fumer n'est plus du tout vu comme étant quelque chose de cool. Et donc, nos séries américaines comportent de moins en moins de scènes de tabagisme. Et donc, sûrement, ça doit jouer en ce sens. Même si, par contre, au niveau français, on est l'un des pays qui insère le plus de scènes de tabagisme dans ses films. Donc, on a quand même une marge de progression encore à ce niveau-là. Mais c'est très, très fort en termes d'influence, en fait, ce levier de l'audiovisuel. Mais c'est vrai qu'il y a des grandes figures, mais qui sont des figures qui, pour les jeunes, ne fonctionnent pas. Mais pour nous encore, je veux dire, Serge Gainsbourg, Clint Eastwood voilà. Ou autres, qui effectivement apparaissaient en télévision ou ailleurs avec cette cigarette sur des photos qui sont mythiques. Donc c'est aussi un style que beaucoup de jeunes se donnent. Alors, toujours selon l'OFDT, les collégiens et lycéens seraient moins adeptes de la cigarette que leurs aînés, mais au profit de la cigarette électronique maintenant. Alors parlons-en de cette fameuse cigarette électronique, parce qu'elle était apparue il y a quelques années, et on disait que c'était mieux de fumer ça plutôt qu'une cigarette. Alice Denoise, est-ce que c'est vrai ça? Alors pour les fumeurs, oui. Pour les fumeurs, à l'origine, c'est un outil pour les fumeurs. Donc forcément, c'est beaucoup mieux d'être à la vape qu'à la cigarette, parce que c'est un outil de réduction de risque, comme on dit. Maintenant, pour les enfants, c'est un autre débat. Évidemment qu'on n'a pas envie qu'ils se retrouvent avec une cigarette électronique, et encore moins avec la puff, par exemple, qu'on voit beaucoup en ce moment, dont on parle beaucoup. Alors, on peut en parler, la puff, c'est une cigarette jetable, ça? Électronique jetable? C'est une cigarette jetable qui peut être, qu'on peut se procurer très, très facilement, qu'on peut avoir sur Internet. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a une réglementation en France qui est de limiter, par exemple, le taux de nicotine des cigarettes électroniques à 20 mg. Oui. Et aux États-Unis, par exemple, ça peut aller jusqu'à 50. Et donc, en fonction de là où on va se procurer sa cigarette électronique, on peut avoir des jus très, très chargés. Et le problème, c'est que des études disent ça aussi dans un rapport de l'OFDT, on a lu le même, je pense, oui. Où ils expliquaient qu'en fait, la plupart des jeunes, quand on les interroge sur le fait qu'il y avait de la nicotine ou pas dans la cigarette électronique qu'ils ont vapotée, ne savent pas répondre. Et le problème, c'est que ça a une vraie incidence après sur le développement d'une potentielle addiction. Mais alors ça n'a pas été, il n'y a pas d'arbitrage là-dessus. On ne cherche pas justement à faire la même politique que pour les paquets de cigarettes, à dire sur la puff ou n'importe quelle cigarette électronique, il y a du tabac dedans. Vous militez dessus, pour ça, de votre côté, Marion Catelin? Alors, comme effectivement Madame Denoise, au niveau de la cigarette électronique, pour nous, c'est un outil intéressant de sevrage. Donc pour un fumeur, s'il souhaite arrêter de fumer, utiliser la cigarette électronique, ça peut être un moyen d'arrêter intéressant. En revanche, quand il s'agit d'un usage dit récréatif fait par les jeunes, clairement, là, l'Alliance contre le tabac se positionne comme étant contre, et il faut absolument être ferme. Il faut savoir que la cigarette électronique est interdite de vente aux mineurs
Et malgré tout, il y a un problème d'encadrement de cette interdiction de vente, puisqu'aujourd'hui, la puff, donc on vient de nommer, est fumée principalement par des collégiens. Donc c'est un vrai problème aujourd'hui. Bah oui, parce que moi je l'ai vu, ne serait-ce qu'en bas de chez moi, dans le tabac, je ne devrais pas dire ça, les pauvres ils vont se faire. Mais je vois que des collégiens, effectivement, qui achètent leur puff. Et on a plus l'impression qu'effectivement, c'est encore une fois, ils appellent les cartes Pokémon comme de la même manière qu'ils achètent des puffs, en fait. Et encore, vous, c'est dans le bureau de tabac, mais les puffs, on peut les trouver vraiment moi, j'en ai vu dans des magasins de réparation de téléphone. Ça n'a aucun rapport. Et alors, pourquoi c'est vendu partout, ça? Pourquoi il n'y a pas de législation là-dessus? C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Je ne comprends pas pourquoi il y a ce... Vous savez pourquoi, Marion Catelin? Il y a une sorte de zone grise aujourd'hui, normalement. En fait, aujourd'hui, les produits, par exemple, du tabac, type les cigarettes traditionnelles, doivent être vendus par les buralistes. Il faut une licence pour pouvoir vendre ces produits. Les cigarettes électroniques, leur condition de vente est plus souple, on va dire. C'est pour ça qu'ils peuvent se retrouver dans des grandes enseignes qui vendent également des meubles, etc. Je ne citerai pas la marque. Et qui, du coup, peuvent échapper à ce contrôle systématique d'identité qui normalement doit être déjà fait chez le buraliste, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qui est encore moins fait dans des magasins de grande surface. C'est surtout que pour le grand public, cela insinuerait, donc au conditionnel, que ce n'est pas néfaste pour la santé. C'est surtout ça qu'on imagine. Voilà. Si effectivement on le retrouve à la grande récré chez Ikea ou chez Lidl, on pourrait imaginer que finalement la puff n'a aucun effet sur le corps. C'est en vente libre. Exactement, c'est tout le problème. Alors parlons un peu du rôle de l'école, parce qu'on demande beaucoup de choses à l'école, notamment de justement faire attention à ce qui se passe dans les cours de récré. Et alors, je ne parle pas des cours, évidemment pendant les cours ça n'arrive pas, enfin j'espère pas, mais au moins pendant les cours de récré. Est-ce que c'est le rôle de l'école aussi de faire attention à cela, Alice Denoise? Selon moi, oui, évidemment, déjà parce que dans la restriction de l'accès au tabac... juste ça. Et après, pour moi, c'est plutôt en amont. On parle souvent des compétences psychosociales. C'est plutôt là-dessus que l'école devrait intervenir, en aidant les enfants à être mieux dans leur peau, les adolescents, j'entends, à être mieux dans leur peau, à être mieux insérés dans la société, de ne pas avoir besoin d'outils comme ça pour rentrer dans des moules ou gagner en confiance en eux. Et à ce moment-là, il y aurait un effet domino. Mais alors, comment on pourrait faire pour demander à l'école aux enfants d'être mieux dans leur peau? Parce que c'est complexe. Enfin, c'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repenser entièrement l'école et les cours dispensés pour pouvoir... Non, évidemment. Non, il faut être réaliste. Non, mais c'est pourquoi pas des petites sessions comme ça... par-ci, par-là, des ateliers de temps en temps pour permettre le développement de l'empathie, apprendre la gestion des émotions, du stress, des cours de théâtre, par exemple, je ne sais pas, et ça peut être passé par des choses ludiques, évidemment, heureusement. Comment faire face au comportement des adultes, notamment dans les établissements scolaires, qui, eux, fument, car ils ont droit aussi, c'est leur liberté individuelle que de celle de fumer, de pouvoir se mettre dans un petit coin aussi pour avoir leur envie s'ils veulent le faire. Comment on fait pour que, à la fois, les adultes qui sont dans les établissements scolaires puissent avoir leur moment, leur liberté, et en même temps, inculquer aux élèves qui probablement ne les voient pas fumer, mais que c'est mauvais pour la santé et qu'il faut faire attention? C'est compliqué, c'est vrai, de respecter la liberté de chacun, parce que malgré tout, ça reste une liberté... pour les enseignants, d'avoir des lieux. Il y avait une proposition d'ailleurs de rendre DNF, je crois l'association DNF, de rendre non-fumeurs les abords des écoles. Voilà, ça peut déjà être une solution, d'éloigner en fait la cigarette des écoles. Mais est-ce qu'on ne va pas à l'encontre de la liberté individuelle de chacun du coup? Ça, c'est une vraie question en fait, cette histoire de liberté, c'est moi qui en ai parlé en premier, donc j'ai lancé la perche. Mais en fait, où est la liberté ? Où est la liberté quand on fume et surtout qu'on donne un mauvais exemple? Ça arrête là où commence celle des autres. Ça, tout le monde le sait, d'accord, mais c'est très joli, c'est très vrai, mais à quel moment par rapport justement à la cigarette? Parce que si moi j'ai envie de fumer, par exemple, ok, je vais devoir aller à l'extérieur de l'établissement, du plateau de télévision, mais est-ce que je ne vais pas gêner non plus ceux qui seront à côté? Non, c'est pour ça que l'idée, c'est juste de décaler un petit peu et de dire que devant l'école, a priori, ce serait quand même mieux si c'était interdit, puisque c'est là où il y a des enfants qui passent. Après, si on va à 10 mètres plus loin, c'est déjà mieux. Marion Catelin, un avis sur la question? Oui, exactement. C'est un plaidoyer qu'on porte également de notre côté. C'est extrêmement important qu'il soit interdit de fumer aux abords de tous les établissements scolaires,
parce qu'on sait que, notamment devant les établissements scolaires du primaire et plus après du secondaire, mais tout se joue, on va dire, assez jeune. Et donc, si on voit des adultes fumer devant l'école et les parents, etc., c'est une forte incitation finalement à fumer, ou en tout cas à intégrer le fait que fumer est quelque chose de normal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire en sorte que ces abords d'établissements scolaires soient non-fumeurs. C'est une première chose. Après, sur la question de la liberté, je tiens quand même à revenir sur ce sujet. Il y a une grande majorité de Français qui estiment que le fait de fumer est une liberté. Le problème, c'est que, en réalité, fumer, c'est une dépendance terrible contre laquelle il faut lutter. Et c'est aussi ce qu'on cherche à faire en changeant la perception du tabac. Alors, on parlait justement à l'instant de ces personnes qui pourraient fumer aux alentours des collèges, des lycées, enfin des établissements scolaires. Évidemment, on pense aussi, certes l'incitation, vous en avez parlé, mais au tabagisme passif. Est-ce qu'on peut rappeler aussi les dangers de ce fameux tabagisme passif ? Il y a un vrai danger en effet avec le tabagisme passif parce que la fumée est chargée de 4800 produits chimiques, voire plus, et que quand on est dans les parages, à côté d'un fumeur, on inhale aussi, et puis la fumée aussi se met dans les vêtements, donc on transporte, quand on est fumeur, on transporte avec soi des produits chimiques qui vont aller toucher d'autres personnes. Alors évidemment, si on ne fait que croiser une personne, ça n'a pas une incidence folle, mais si on vit, notamment, je pense à l'époque, les serveurs, notamment dans les restaurants, eux, il y avait un vrai enjeu de santé pour eux. Donc là, heureusement, on n'a plus ça aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais quand on passe devant une école, un lycée, et qu'il y a tous les lycéens qui sont là en train de fumer, c'est vrai qu'il vaut mieux se boucher le nez quand on passe. On sent que c'est pas neutre, quoi. Oui, et surtout, on imagine surtout les copains qui ne fument pas, qui sont juste à côté des copains qui fument. Finalement, c'est comme s'ils fumaient aussi, c'est ce qu'on peut dire quelque part ? Ah, c'est comme s'ils fumaient aussi quand ils sont à côté, oui. Ouais. Alors, une dépendance peut en amener une autre. Est-ce que c'est peut-être un raccourci un peu débile, ce que je fais, mais est-ce que le tabac peut aussi amener aux drogues qu'on dit soi-disant douces et dures après à l'école et qu'on a vu apparaître beaucoup dans beaucoup de collèges et lycées en France, que ce soit dans les villes comme dans les campagnes. Est-ce que ça aussi, c'est amené à la voie royale de l'enfer qui se poursuit avec les drogues de manière générale ? C'est mon avis, là, j'ai pas de chiffres là-dessus, mais je pense que ce qu'on recherche en fumant des cigarettes n'a rien à voir avec ce qu'on recherche en fumant du cannabis, puisque c'est surtout la première étape qui suit. Donc, à mon sens, non. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on fume du cannabis, on va développer une dépendance à la nicotine plus importante qu'en fumant des cigarettes, parce que les deux ensemble, le cannabis augmente l'effet de la nicotine. Et puis après, pour l'alcool, non, je pense pas qu'il y ait de lien. Mais peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Marion Catelin, on parlait des campagnes de prévention. Dernière question par rapport à ça. On rappelle évidemment que on parlait du paquet neutre, c'est-à-dire où la marque n'est pas visible, mais les photos qui sont très dissuasives sont évidemment marquantes. Est-ce que le prix du paquet aussi de cigarettes est dissuasif aujourd'hui ? Oui, on le sait, associé à des mesures de prévention fortes. L'augmentation du prix du paquet, le levier fiscalité sur les produits du tabac est l'un des plus efficaces pour faire en sorte que le niveau de consommation des produits du tabac en France baisse. C'est l'OMS qui l'affirme et on le constate nous aussi aujourd'hui en France. Comme je vous le disais un peu plus tôt, depuis 2016, les prix du paquet de cigarettes a augmenté à peu près de 2 euros, 2,50 €. Et dans le même temps, on constate une baisse de près de 17% de la consommation de tabac en France. Donc clairement, c'est un levier très efficace, l'augmentation du prix. Marion Catelin, je vous ai entendu dire tout à l'heure que le tabac, ce n'était pas une liberté et que c'était une dépendance. Ça veut dire quoi pour les gens finalement ? Alors moi, je ne suis pas fumeur, mais les gens qui fument, ça peut poser un problème là-dessus. Finalement, est-ce que ça veut dire que vous militez pour l'interdiction de la cigarette finalement, tout simplement ? Alors, on est pragmatique, c'est-à-dire qu'il serait impensable aujourd'hui de se dire demain, on interdit la cigarette, on interdit le tabac, plus personne ne peut fumer en France. Ça ne marcherait pas et ce serait difficilement applicable. Mais c'est un peu ça, puisque vous dites qu'on n'est pas libre de fumer. Donc ça veut dire que si on n'est pas libre de fumer, ça veut dire qu'il faut interdire. Ben oui, dans l'absolu, nous, on est pour une société sans tabac qui s'instaurerait progressivement. Concrètement, nous, ce pourquoi on milite, c'est qu'à partir de 2030,
tous les jeunes nés après 2012 ne puissent plus acheter légalement du tabac quand ils auront atteint la majorité. Alice Denoise, vous vouliez réagir, je vous voyais lever le doigt. Dites-moi. Oui, non, je voulais rebondir parce que quand on parle de liberté aussi, c'est pas d'interdire, à mon sens, c'est pas d'interdire de fumer, mais c'est de dire qu'un fumeur n'est pas libre de fumer. Au début, il est libre de commencer, mais une fois qu'il a commencé, il n'est plus libre en fait, parce qu'il est accroché, et d'autant plus s'il a commencé tôt. Et les chiffres le disent d'ailleurs qu'il y a une part incroyable de fumeurs, 70% je crois, même peut-être plus, de fumeurs qui veulent arrêter de fumer. C'est juste qu'ils n'y arrivent pas. Donc en fait, l'idée, c'est pas d'interdire, mais c'est d'accompagner le plus possible et surtout d'empêcher le plus possible que les jeunes commencent. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous et nous parler effectivement des dangers du tabac, dramatiques pour la santé. Alice Denoise, je rappelle que vous êtes tabacologue, et Marion Catelin, directrice d'Alliance contre le tabac. Merci à toutes les deux. Restez avec nous sur le Grand JT, car on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le Grand JT de l'éducation, nous sommes ravis d'accueillir Benoît Mosser avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Merci d'être là. Vous êtes professeur à l'Observatoire de Paris, l'Observatoire qui chapeaute Astro à l'école, dont vous présidez le comité scientifique. Aujourd'hui, vous nous présentez justement ce dispositif mis en place dans les collèges et les lycées pour initier les élèves à l'astronomie. Mais c'est génial ça. Comment est née cette idée d'Astro à l'école? Racontez-nous. Alors, Astro à l'école est une opération de science à l'école qui a été créée par Pierre Ancrenat, académicien, et Jean-Yves Daniel, à l'époque inspecteur général de l'Éducation nationale. Cette opération Astro, avec d'autres opérations, Cosmo, des opérations en biologie, en physique nucléaire, a pour but de faire le lien entre la recherche dans les laboratoires et l'enseignement par la pratique auprès de collégiens et de lycéens. Avec Astro à l'école, en fait, on prête du matériel, des lunettes, des télescopes, et ce matériel, mis en place et mis en œuvre par les enseignants dans les établissements, va permettre aux collégiens, aux lycéens, de découvrir par la pratique la science et là, la pratique de l'observation astronomique. Ah oui, c'est génial, d'accord. Donc vous mettez à la fois en place des ateliers et avec un matériel qui permet cela. Tout à fait. Il y a vraiment du prêt de matériel. Alors, quand je dis lunettes et télescopes, c'est du matériel d'astronomie amateur, mais qu'un établissement comme un collège ne peut pas se payer. Avec en plus des détecteurs de type appareil photonumérique ou caméra CCD pour suppléer la vision de l'œil et faire des images et donc poursuivre ensuite en club ou en classe les observations. Et nous accompagnons aussi les enseignants qui encadrent ces activités. Alors ces activités, ça peut être des ateliers scientifiques, des TIPE, je ne sais plus si les TIPE existent encore maintenant, ou l'accompagnement personnalisé. Donc, on accompagne les enseignants qui gèrent ces actions par de la formation. D'accord. Alors, moi, quand on me parle de télescope et d'astronomie, évidemment, ça me fait complètement rêver et j'aurais adoré avoir ce type d'atelier à l'école. Mais évidemment, aussi, ça me fait penser à la nuit. Comment on fait par rapport aux horaires scolaires classiques? On peut avoir des télescopes qui permettent de voir le jour? Alors, on peut observer le jour le soleil, mais c'est extrêmement dangereux. Il ne faut observer que par projection pour éviter tout risque où on s'abîme irrémédiablement la pupille. Franchement, l'action des professeurs dans les écoles, dans les collèges, les lycées qui mènent ces actions est exemplaire. Ça nécessite un investissement très fort pour, en effet, déplacer des groupes d'élèves la nuit. Alors, vaut mieux le faire en hiver, il fait froid, mais au moins la nuit commence tôt. Et s'assurer que les observations peuvent être menées donc, dans un cadre où on n'est pas nécessairement dans le collège ou le lycée, parce que ce n'est pas là que le ciel va être le plus clair. On va être à des heures indues. Et ces derniers temps, il fallait en plus faire avec les conditions pandémiques. On a vraiment des enseignants super motivés dans ces établissements pour se servir de l'astronomie comme vecteur scientifique.
Chapeau. Voilà, justement, quand vous parlez effectivement d'apprentissage de la science, enfin d'apprentissage comme vecteur d'apprentissage de la science, pardon, de l'astrophysique, c'est-à-dire qu'en fait, vous amenez par l'astronomie les élèves finalement à s'intéresser aux sciences de manière générale? Tout à fait. L'astrophysique, ça peut être de belles images. Et c'est important, ces belles images. Mais nous souhaitons, et toutes nos actions comme Comité Ouest à l'école, c'est vraiment d'utiliser les messages que nous envoient les différents astres. Ça peut être simple avec la Lune, les planètes, ça peut être de façon plus compliquée en faisant de la spectroscopie sur des nébuleuses lointaines. On souhaite vraiment que par ces images acquises avec le matériel que l'on prête, les collégiens, les lycéens puissent poser une démarche scientifique, souvent très simple, mais vraiment ce sont leurs observations qui leur permettent de vérifier que ce qu'on leur apprend sur les bancs de l'école, mine de rien, ça permet d'observer, ça permet de vérifier des lois dans l'univers, un univers que l'on ne touche pas sinon par les photons reçus par l'instrument astronomique. Alors comment on vulgarise finalement l'astronomie et on démarre dans quelle classe ? Mon expérience personnelle, qui là dépasse le cadre d'Astro à l'école, mon expérience personnelle montre qu'avec un enfant de 5 ans, on peut déjà faire passer des notions parce que l'astronomie nous permet de poser des jalons de ce que c'est que la mesure du temps ou la mesure de l'espace. Et une observation astronomique permet de comprendre que les temps sont longs, qu'il y a des périodes régulières et que ces périodes régulières nous parlent tous les jours. J'allais dire toutes les nuits, mais aussi tous les mois. Voilà, le calendrier et la notion de la mesure précise du temps découlent d'observations astronomiques. Les différents points de vue que l'on peut avoir en suivant un même événement en différents endroits, et ça, des enfants peuvent le comprendre. Puis toi, tu vois ça, mais regarde sur cette image, d'autres enfants ont vu ça, permettent de nous localiser dans l'espace et d'avoir accès à des notions simples de grande distance. Et au fur et à mesure qu'un enfant avance, on peut, par l'observation astro, vraiment l'accompagner dans sa réflexion scientifique. N'oublions pas que la physique moderne est née avec un penseur comme Copernic, un observateur comme Tycho Brahe et un théoricien comme Galilée pour vraiment poser la mécanique moderne. Et on peut, à notre échelle et à l'échelle des collégiens, des lycéens, reprendre ces raisonnements. Il n'y a donc pas que la jolie image en astronomie, il y a aussi les bases scientifiques les mieux étayées. Alors revenons-en effectivement à ces professeurs que vous dites absolument formidables, que vous formez pour justement emmener ces élèves la nuit faire des vraies découvertes. Qu'est-ce qu'ils vont... Alors déjà, les professeurs sont-ils clients de cela? Combien de temps dure la formation? Et qu'est-ce que vont observer concrètement les élèves quand ils se retrouvent lors de ces soirées avec professeurs et autres camarades? Alors, ils sont bien plus que clients, ils sont acteurs de la formation parce qu'à la base, il y a vraiment des actions spécifiques menées par ces enseignants pour qu'ils puissent répondre aux appels d'offres ou aux appels à équipement d'Astro à l'école. Et donc, chaque établissement qui a gagné un lot d'équipement a déposé un projet et ce projet a été évalué par le comité Astro à l'école. Et on s'aperçoit que les meilleurs projets résultent d'équipes d'enseignants qui s'épaulent les uns les autres, qui n'oublient pas l'interdisciplinarité, l'astrophysique étant par nature interdisciplinaire, et donc ça peut être des enseignants de philosophie ou de sciences de la vie qui déposent des projets. Ils ont une intention adaptés au niveau de leurs élèves. On ne fait pas la même chose en 6e, 5e qu'en première terminale, évidemment. Nous sommes attentifs pour valoriser l'investissement que représente ce matériel et pour faire que le temps de chacun est valorisé, à jauger dans leur projet vraiment le message scientifique
qui est posée et qui évolue en fonction du programme. J'ai parlé de mesure du temps, de mesure de l'espace, mais ensuite à des niveaux plus élevés, on peut parler de mouvement, de dynamique, de spectroscopie, donc de chimie. Il y a vraiment de nombreux moyens de valoriser ces images, et quand on ouvre la porte de l'interdisciplinarité, eh bien, la façon dont la science est mise en place et la réflexion épistémologique peut se développer, l'ouverture à l'exoplanète est sans limite vers la biologie. Voilà. Alors rassurez-moi, vous employez des mots beaucoup plus simples pour les enfants. Hein, vous vous mettez au niveau des collèges et des lycées quand vous faites ce genre d'atelier. Vous employez des mots qu'on peut comprendre. Oui, bien sûr. Alors, nous ne formons pas directement les collégiens et les lycéens, on forme les formateurs. Je me doute. Et on est toujours dans le comité Astro à l'école, qui est composé essentiellement de professionnels d'astrophysique comme moi. On est toujours étonné de la richesse scientifique portée par les porteurs de projets et les collégiens et lycéens avec lesquels nous sommes en dialogue. Lors des dernières opérations, par exemple, le concours d'images astronomiques que l'on a mis en place il y a 2 ans. Oui, qui s'appelle Ciel imaginé, ciel représenté, c'est ça ? C'est ça, ciel imagé, ciel imaginé, ciel représenté, qui permet de dépasser l'image astrophysique pour justement aller dans le sens que l'on souhaite, porter un message scientifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benoît Mosser. Merci de votre temps accordé pour le Grand JT et de cette bonne idée, effectivement, de Astro à l'école, un nouveau dispositif qui est mis en place dans les collèges et les lycées, justement pour initier les élèves à l'astronomie. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et je souhaite à chacun de lever les yeux vers le ciel un prochain soir où il fait beau. Sans se signer, hein. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Mickaël Dorian. Alors Mickaël, aujourd'hui, dans votre chronique, vous allez nous parler d'un nouveau challenge, mais qui est très dangereux. Oui, il faut dire que depuis quelques temps, les défis, les challenges pullulent sur les réseaux sociaux et en particulier sur TikTok. Vous savez, c'est le réseau social des jeunes par excellence et le réseau social sur lequel la moindre chose, une chanson, une danse ou une vidéo de chat peut devenir virale. C'est pareil avec les challenges. Et sur TikTok, il y en a beaucoup des challenges. La plupart du temps, ils sont innocents, bienveillants. Celui en revanche dont je vais vous parler inquiète énormément. À tel point que le ministère de l'Intérieur a, il y a quelques jours, publié un message sur Twitter pour mettre en garde les parents. Les images, vous les voyez s'afficher sur votre écran. C'est la vidéo donc, du ministère de l'Intérieur. Labello Challenge, le nouveau défi dangereux des réseaux sociaux avec ce numéro de téléphone, le 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide. Alors attendez, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que déjà le Labello Challenge ? C'est quoi ce challenge en fait ? Alors justement, je vais vous l'expliquer dans quelques secondes. D'accord. Mais donc ce challenge, il pose carrément au suicide là ? Oui, c'est exactement ça. Et c'est un challenge qui peut pousser jusqu'au suicide. Et c'est pour ça que je vous disais dans quelques secondes, c'est une maman qui va nous l'expliquer, une maman qui a été choquée en découvrant ce challenge. Elle a publié un message sur TikTok, je vous propose de regarder. Bon les gens, aujourd'hui, j'ai pas envie de rigoler. Hier soir, j'ai fait un tour sur TikTok et vous savez que ça, là, un labello, un baume à lèvres, c'est devenu la chose la plus dangereuse des réseaux en ce moment. Vous savez que ça... Voilà, c'est utilisé dans un challenge, le challenge labello. Donc en fait, les jeunes doivent utiliser le labello le plus rapidement possible et quand il est fini, de mettre fin à leur jour. Vous vous rendez compte de la connerie humaine ? Un challenge pour mourir. Attendez, excusez-moi, parce que moi je découvre, c'est-à-dire j'ai pas compris. On doit utiliser le stick à lèvres et après il faut se suicider ? En fait, ce stick à lèvres représente leur vie en réalité. Et à chaque fois qu'un événement tragique ou un événement difficile de leur vie arrive, ils doivent soit l'utiliser ou couper un morceau de labello. Et lorsque ce labello est entièrement consommé, ils doivent soit se scarifier, soit mettre fin à leur jour. Mais alors attendez, donc ça veut dire que j'ai une mauvaise note en classe, tout d'un coup j'utilise le labello. Exactement. Je me suis fait engueuler par mes parents, boum, je coupe un petit peu. D'accord. Donc en fait en 15 jours on peut se foutre en l'air. C'est un peu ça, c'est un petit peu ça l'histoire, absolument. D'accord, très bien. Et alors comment est né ce défi débile ?
Alors tout a commencé avec l'innocent jeu du labello qui consistait à s'embrasser après s'être appliqué du baume sur les lèvres. Donc là c'était plutôt gentil, il fallait ensuite faire deviner le parfum utilisé, le tout en filmant avec son téléphone et en mettant ça sur les réseaux sociaux. Sauf qu'effectivement le phénomène a évolué et des variantes sont nées petit à petit, dont ce fameux challenge du labello dont je vous parle depuis le début de cette chronique. Pour l'heure, et c'est important de le souligner, aucun incident en lien avec ce défi n'aurait été rapporté en France, mais à noter quand même que le groupe Beiersdorf, qui est propriétaire de Labello, s'est dit préoccupé par ce nouveau défi. Interrogé par nos confrères de BFM Business, ils ont ajouté « Nous tenons à souligner que notre marque n'est en aucun cas associée ou favorable à ce défi ou à toute autre forme de violence ou d'automutilation. » Il le condamne ou pas ? Évidemment qu'il le condamne. Ah bon, très bien. Non, mais c'est bien de le redire quand même. Hein. Ce n'est pas la première fois que des jeux dangereux fleurissent sur les réseaux, non ? Non, et ce n'est pas la première fois qu'un challenge devenu viral sur les réseaux sociaux fait l'objet d'une alerte, et notamment d'une alerte du ministère de l'Intérieur. Un précédent jeu, le Blackout Challenge, qu'on appelait aussi le jeu du foulard, avait causé la mort d'une Italienne de 10 ans qui s'était asphyxiée avec une ceinture. Merci beaucoup, Mickaël. Merci pour ces infos. Enfin, je ne sais pas si je dois vous remercier, mais quand j'entends tout ça, je trouve ça tellement terrifiant. C'est important d'alerter en tous les cas et d'être vigilant. Voilà. Exactement. Merci. Allez, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard et son invité pour Souvenir d'écolier. Du coup, là, on oublie les études et... Je retourne faire des études, je fais du sport, mais à ce moment-là, c'est... Bon, vous retournez à la fac? Je suis retourné à la fac, ouais, je suis retourné à la fac, j'ai validé mon DUG pour faire plaisir à ma mère, parce qu'en fait, j'ai découvert le tennis en fauteuil assez rapidement. C'est ça que j'allais venir. Vraiment par hasard, en fait. Au bout de combien de temps? J'ai découvert ça 3 mois après mon accident, alors que je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas que les personnes handicapées faisaient du sport. Pendant que vous êtes en centre de rééducation. Ouais. Ouais, et vous y mettez à ce moment-là? Non, je m'y mets à la fin de l'année. Donc j'ai mon accident le 7 février 2000, je tape mes premières balles en novembre 2000. Et là, tout de suite, ça marche? Alors, tout début, non. Je suis ultra frustré. Quand vous jouez debout, je ne sais pas si vous avez déjà joué au tennis, mais quand la balle elle est à 1 mètre de vous, vous faites un pas, vous tapez la balle. Quand la balle elle est à 1 mètre de vous en fauteuil, vous avez la raquette dans la main, il faut d'un coup tourner le fauteuil très vite, puis aller vers la balle. La balle, elle est déjà partie. Et donc, en fait, je me retrouvais à perdre... À réapprendre, en fait, finalement. Complètement, le déplacement. Et là, vous vous retrouvez à perdre contre des gens qui sont bien moins forts que vous debout, mais sauf que comme ils savent se déplacer, vous repartez à zéro. Donc, les 2-3 premiers entraînements frustrés, j'ai voulu arrêter. C'est mon père qui m'a encouragé. Et après, je me suis éclaté et j'ai décidé... Au bout de combien de temps ça marche aussi? Au bout de quelques mois, je m'éclatais et puis je me suis lancé à fond et puis je commençais à faire de la compète et puis je fais ça pendant 15 ans. Tout de suite? Ouais, assez rapidement. Alors après, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens de m'accompagner parce qu'on n'était pas professionnels il y a 20 ans en tennis fauteuil. Ah, c'est professionnel depuis quand? En fait, c'est toujours pas très professionnel, mais vous voulez dire en vivre, quoi. Moi, j'étais le premier athlète à en vivre, c'est-à-dire avoir des sponsors qui s'intéressaient à moi et donc qui me permettaient d'être professionnel. Aujourd'hui, des joueurs de tennis ou des joueurs de tennis en fauteuil, il y en a peut-être 3 qui sont professionnels. À ce moment-là, vous avez tout de suite pu vous consacrer qu'à ça? Alors, c'est pas grâce aux sponsors, c'est grâce à mes parents. C'est qu'en fait, je vivais chez mes parents à l'époque et ils m'ont aidé à faire mes premiers voyages. Et au bout de 2 ans, donc c'est quand même un budget. Je les rembourse tous les mois. Non, ils me l'ont offert. Mais voilà, et au bout de 2 ans, là, je suis devenu professionnel. J'ai eu mes premiers contrats, c'était après les Jeux d'Athènes. J'ai eu mes premières médailles, je suis devenu numéro mondial. Et donc là, après j'ai eu moi plutôt des facilités. C'est la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Mickaël Jérémias pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika, merci Mickaël. On vous retrouve demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Typiquement sur la dictée, par exemple, comment on travaille la dictée que vous faites réviser soit pendant l'année, soit pendant les vacances, du CP au CM2, puisque vous couvrez toute l'école Voilà, mes cahiers de vacances pendant les grandes vacances et mes cahiers de révision pendant la période de septembre à juin. Alors, l'orthographe ne doit pas être un exercice stressant. Ça, c'est l'époque où on mettait des zéros, où on enlevait des points aux élèves et qui finissaient avec voire une note négative, c'est terminé. Il faut absolument redonner confiance. Ça, c'est fondamental. Donc, typiquement, dans nos applications, ça passe par une progressivité et puis par des encouragements en permanence. Voilà. Et même quand un enfant se trompe, il a un message qui lui dit, sous forme de petits proverbes, tu sais ce qu'on dit, c'est en se plantant qu'on grandit plus vite. Exemple pour montrer qu'on ne met pas un enjeu qui va être déstabilisant, voire complètement qui va inhiber complètement l'enfant. C'est vrai que quand j'ai testé votre appli, je crois que je me suis à peu près planté à tous les coups, puis à la fin, on m'a dit quelque chose du genre « c'est bien, tu réussiras la prochaine fois ». Exactement. Vincent, je vous retourne la question. Est-ce qu'il faut mettre du fun, de l'enjeu, du ludo-éducatif et de la pédagogie à 360 degrés dans les apprentissages mathématiques? Et beaucoup d'émotions.
Ça, c'est super important. Et autant pour l'enseignant quand il transmet, donc c'est un outil Kidaya, c'est le prolongement de Mathia, qui est un outil pensé pour l'enseignant en salle de classe, qui va aider les élèves dans l'apprentissage des mathématiques. Donc il y a effectivement des dogmes qui existent dans l'éducation nationale, mais il y a aussi une vraie volonté de changer les choses, une vraie volonté de construire des partenariats d'innovation, comme celui dans lequel on a co-construit Kidaya et Mathia avec plus de 12 académies, des centaines d'enseignants, des milliers d'élèves. Et donc, il y a ce vrai entrain de la part des enseignants à mettre du plaisir et à favoriser l'apprentissage par le jeu pour les mathématiques. Samantha Briand, je le rappelle. Vous êtes étonnée, ça y est, je m'adresse à vous. Vous êtes coach, je le rappelle, en orientation chez Potentiel Jeunes. Vous êtes la première personne en vrai que les jeunes viennent voir pour des informations sur les métiers. Est-ce que vous voyez déjà ce manque d'attractivité vers ces filières, vous, à votre niveau? Alors les jeunes, moi, viennent me voir pour savoir plutôt ce qui leur correspond. Évidemment, en vue d'aller vers la filière qui leur irait. Par rapport à leurs notes, par rapport à leur sensibilité? Souvent, c'est vrai qu'ils sont orientés dans le système scolaire par rapport à leurs notes. C'est là où nous, coachs, nous intervenons à aller chercher qui ils sont, où sont leurs talents. Et c'est vrai qu'ils ont tendance souvent à aller vers ce qui est connu de leurs parents, ce qui est connu de leurs copains, et pas à se regarder eux-mêmes. Donc là, c'est notre travail. Donc moi, c'est vrai, quand j'ai un jeune qui vient et qui découvre sur lui qu'il aime comprendre les choses, qu'il aime bricoler, bidouiller, qu'il aime savoir comment ça marche, alors qu'il a un bon sens logique, oui, qu'il a un bon sens logique, qu'il a un côté créatif aussi. Oui, on va aller explorer la filière informatique, parce que c'est vrai que souvent, on leur présente pas ces métiers. Souvent, c'est parce qu'ils ont dans leur famille quelqu'un qui travaille dans l'informatique qu'ils vont aller vers ce secteur et qu'ils ont déjà un peu cherché à comprendre ce qu'il y avait derrière les outils qu'ils utilisent du matin au soir. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est incroyable, c'est que nous utilisons dès le matin. C'est ce paradoxe. Quand notre réveil sonne, c'est notre téléphone. Toute la journée, on prend la voiture, c'est notre GPS. Tout ce que font les jeunes aujourd'hui est numérique. Et c'est vrai qu'il s'agit d'aller leur montrer comment ça marche, en fait. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le moment où vous avez commencé à enseigner et aujourd'hui? C'est probablement la relation avec les autres, au sens très large, que ça soit avec les parents, que ça soit avec les enfants. Et ça a changé comment? Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que tout a été de mal en pis. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont bien mieux. Dans la relation notamment avec les élèves, on a des relations de confiance qui sont beaucoup plus intéressantes qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans, ou à l'époque, ça ne remonte pas avant 68, pour faire une rupture, une rupture bien connue. 2022, moins 2000. Non, c'est pas 68. Moins 22, ça fait pas, oui. Mais néanmoins, les choses étaient différentes, et je ne suis pas nostalgique de cette époque où l'enfant n'avait pas son mot à dire, et puis c'était comme ça, pas autrement, et à la limite, on lui expliquait même pas pourquoi il faisait ça. Ça, vous voyez, je crois que ça a été le grand progrès de l'évolution de ces dernières années. Avec, de ce point de vue, quelques réformes des programmes. C'est assez intéressante. Oui. De toute façon, les programmes, par définition, sont perfectibles. Moi, en 22 ans, je n'ai jamais trouvé les programmes qui étaient parfaits. Donc, bien entendu, qu'on Mais pourra la question du sens, elle a quand même beaucoup pris de place. C'est fondamental. Didier, là aussi, je reviens avec vous sur la brique intelligence artificielle de votre application Math8. Ça fait partie des savoir-faire d'ailleurs de votre start-up qui est notamment un des spécialistes du dialogue en langage naturel. Vous proposez une IA émotionnelle. Qu'est-ce qu'on entend exactement par ce terme d'intelligence artificielle émotionnelle ? Alors, beaucoup de choses, visiblement. Oui. Bon, alors nous, on a essayé de surtout ne pas réinventer la roue. Donc, typiquement, la reconnaissance vocale, c'est quelque chose qui est parfaitement maîtrisé par les GAFA. Et la synthèse vocale est quelque chose également qui est parfaitement maîtrisé par des éditeurs historiques. Donc nous, on a essayé de combler le chaînon manquant entre la reconnaissance vocale et la synthèse vocale, donc la reconnaissance vocale de l'enfant et la synthèse vocale de notre personnage. Donc ça, c'est essentiellement deux briques. Une brique de traitement du langage naturel. Donc, typiquement, l'enfant va poser une question à peu près n'importe quoi. Et ce moteur d'intelligence artificielle va entrer en dialogue avec l'enfant pour lui demander de préciser sa demande afin d'arriver au bout du compte au jeu ou au type d'exercice qu'il souhaite réellement.
souvent, un enfant exprime une idée, et derrière, pour arriver sur quelque chose de précis, c'est-à-dire un exercice ou une leçon ou un thème en particulier, eh ben, il faut interagir avec lui. Donc ça, c'est la première brique. Et la deuxième brique, et c'est là où on arrive sur l'émotion, c'est la simulation de comportement. C'est-à-dire que nous, on essaye de faire en sorte que notre Léon soit extrêmement résolu en termes notamment d'expression faciale. Oui, c'est ce que je vais vous le dire. Moi, j'ai testé Léon pour préparer à cette émission et c'est vrai qu'il est extrêmement intuitif. Il répond, on le voit réagir au fur et à mesure, ce qui est extrêmement spontané pour les enfants. Voilà. Et donc, par rapport à ça, en fonction de ce qui se passe dans l'interaction vocale, Léon va changer d'expression du visage, va être interloqué. Voilà. On essaie vraiment de maximiser la représentativité humaine de notre modèle informatique. Eden School, parlez-nous de cette école. Alors, vous êtes les seuls en France, il me semble, à proposer un cursus avant le bac. On est les seuls fous à avoir eu l'idée de créer une école. On s'est dit, en fait, l'histoire, c'est mon fils en fait qui m'a poussé à créer cette école, parce qu'il voulait faire. Il a fait son stage de fin de troisième dans mon entreprise. J'étais dans une entreprise du digital, et il m'a dit, en fait, je vais faire la même chose que toi, mais je ne veux pas attendre d'avoir le bac ou d'être major, puisqu'en fait, il y avait énormément de formations pour les majors ou pour les diplômés du bac. Qui existait déjà, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien avant. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. J'ai dit, je vais créer une école. Ça fait combien de temps que vous existez alors aujourd'hui? Depuis 2017. Donc, c'est un projet provincial. D'accord, ok. Est-ce que vous êtes de Lyon, vous, au départ, c'est ça? Je suis lyonnais, moi. Et 2017 et 2019 à Paris. D'accord. Hélène Ribeiro est également avec nous. Vous êtes cofondatrice et directrice pédagogique et éducative d'Eden School. Vous êtes à Paris et à Lyon aussi, donc on l'a vu il y a un instant avec Pierre. Comment vous avez fait partie de cette aventure, vous? Quel est votre parcours? Moi, je suis une ancienne prof des écoles, prof de collège, et puis j'ai terminé en tant que psychologue à l'éducation nationale. Et je recevais beaucoup de jeunes qui voulaient faire ce métier-là. Et quand je regardais l'offre de formation, à part le bac pro système numérique, très tourné matériel, je n'avais rien à leur proposer. Et quand Pierre m'a parlé de son projet, j'ai dit « Ok, je t'accompagne. On va créer la certification, puisqu'elle n'existe pas. » Et je pensais ne pas aller au-delà du projet. Et puis finalement, on met la main, on met le bras, et puis on finit par intégrer complètement le projet, parce que c'est vraiment une chouette école. Quelles sont les formations alors que vous proposez? Alors nous, on propose une seule formation métier pour le moment, qu'on déclinera peut-être plus tard, mais pour le moment, c'est développeur web et web mobile. Voilà. C'est ce qui est le plus demandé aujourd'hui. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus demandé, mais c'est une façon, c'est un axe qui permet de rentrer dans le monde du développement informatique. D'accord. Car c'est un axe pas forcément très complexe et qui permet de mettre un pied dans ce monde-là, et après de faire du développement autre que du développement web. En fait, c'est ça le but de l'école. Après, le but de l'école, c'est aussi de redonner confiance à des jeunes dans l'apprentissage, de ne pas faire de l'orientation non choisie. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'école, on vous dit, tiens, tu vas faire, je sais pas moi, tu vas aller faire plombier, alors que le jeune ne veut pas faire plombier, quoi. Mais là où il est, c'est le seul endroit. Qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément de choix qui s'offrent à eux. Ils n'ont pas forcément de choix. Et là, c'est vraiment de faire une orientation choisie dans les métiers numériques. Après, on disait tout à l'heure, est-ce qu'ils sont connus? Ces métiers, vous avez raison, sont connus des gens qui travaillent dans la sphère digitale. C'est ça, exactement. S'il y a les parents, les oncles, les tantes. Mais quand vous avez un papa qui a une boucherie, lui, il vous dit, limite, il vous dit, développeur, c'est pas un métier. Comme on disait avant, dessinateur, c'est pas un métier. Donc, on fait aussi beaucoup d'acculturation. C'est quoi les métiers du numérique? Effectivement, aujourd'hui, on reçoit des parents qui nous disent, mon fils, il est toujours derrière son ordinateur. Donc, il doit aimer l'informatique. Alors déjà, l'informatique, c'est large, vous l'avez cité tout à l'heure. Et puis, c'est pas parce qu'il est derrière son ordinateur que c'est un créateur. Qu'est-ce qu'il y fait de son ordinateur? On n'en sait rien. C'est un utilisateur, sûrement. Ils sont tous utilisateurs aujourd'hui. Mais est-ce qu'il a envie d'en faire un métier? C'est autre chose. Voilà pour le Zap. Merci, Mickaël. C'est la fin de ce grand JT. On se retrouve demain, même heure, bien sûr, pour nous retrouver schooltv.com, canal 247 sur les Freebox. Merci à toute l'équipe de School TV. Ciao.